La ville de Valentine n'avait pas vu de pluie depuis 3 semaines et le ciel était pâle et immobile au-dessus de la terre, comme s'il retenait son souffle. La poussière tourbillonnait le long de la rue, s'enroulant autour des bottes et des roues des chariots, comme si même la terre ne voulait pas regarder ce qui se passait. À l'extérieur du saloon du dernier jour, une plateforme de fortune avait été érigée à partir de caisses et de vieilles planches assemblées à coups de marteau, juste assez solides pour supporter la honte. La foule s'était rassemblée avant midi, certains par ennui, d'autres par méchanceté, et quelques-uns avec de l'argent dans leurs poches et des yeux creux. Ils regardaient un homme vêtu d'un manteau taché de whisky, mélanger un jeu de cartes usé, comme si la vie n'était qu'un jeu comme les autres. Il s'appelait Harlan Creed, et il n'était pas le genre d'homme à attendre que le malheur le frappe. Il le traînait derrière lui comme un chariot branlant rempli de dettes et de filles. Il se tenait là avec le sourire narquois d'un joueur, sa moustache tressaillant tandis qu'il appelait les enchères qui n'avaient pas encore été faites. « 3 filles fortes, aboya-t-il. Une pour cuisiner, une pour les hommes, une pour vous endormir en chantant si votre âme est suffisamment fatiguée. » Les filles se tenaient à sa droite, chacune étant une statue sculptée d'un type différent de chagrin. La plus âgée, Molly, avait les bras croisés, le menton levé, les yeux perçants et fixes. Elle portait sa douleur comme une armure. À côté d'elle, June semblait à moitié sauvage, ses doigts serrés en poing, sa mâchoire tremblant d'un feu non épuisé. Mabel, la plus jeune, se tenait un pas derrière elle, les yeux vitreux, fredonnant quelque chose que personne d'autre ne pouvait entendre, son petit corps se balançant doucement. De l'autre côté de la place, un homme les observait à l'ombre d'un chariot. Il paraissait avoir entre 40 et 60 ans. Son nom était Thomas Granger, et la plupart des gens ne le connaissaient que de loin. L'homme du Pinewood Ranch, celui qui passait par Red Hollow, celui qui venait rarement en ville, sauf si le puits s'asséchait ou que la clôture se fendait pendant la saison des tempêtes. Sa barbe était striée de cheveux gris précoces, ses épaules larges mais fatiguées. 3 fils adultes étaient assis derrière lui sur le banc du chariot, mal à l'aise, jetant des regards vers leur père et la foule. Thomas n'était pas venu pour la vente aux enchères. Il était venu chercher du sel, des clous et 2 livres de café. Mais le destin ne frappe pas poliment. Il frappe comme une lame et vous laisse vous demander pourquoi vos mains sont couvertes de sang. Il regarda Molly scruter la foule du regard, croiser les yeux, défier quiconque d'essayer. Elle n'avait pas de bague au doigt, pas d'enfant à la hanche, pas de protecteur, juste une colonne vertébrale et du chagrin porté comme une seconde peau. Les lèvres de June se retroussèrent en regardant un homme portant un gilet marron qui riait trop fort. Mabel cligna des yeux au soleil, ses lèvres bougeant toujours au rythme de la chanson qu'elle portait seule. Thomas se déplaça légèrement. La plus jeune fille ressemblait à la sœur de sa défunte épouse à 13 ans, fine et délicate, mais pas fragile. Juste fatiguée, usée trop jeune par quelque chose qu'aucun enfant n'aurait dû affronter. La voix d'Harland résonna à nouveau. Ne prétendons pas qu'elles resteront vierges longtemps, autant les attraper avant les tenanciers de saloon. Je commence les enchères à 15 $ la pièce ou 40 pour le lot. Il y eut alors un silence. Pas le genre qui tombe naturellement, mais celui qui s'échappe d'une pièce comme un souffle arraché aux poumons. Personne ne parla. Même le vent s'arrêta. Thomas descendit du chariot. Ses bottes soulevaient la poussière tandis qu'il marchait, lentement et délibérément, devant les citadins qui trouvaient soudain que leurs chaussures ou le ciel valaient la peine d'être examinés. Il ne parla que lorsqu'il atteignit la plateforme. « Détachez-les, » dit-il simplement. Harlan cligna des yeux. « Quoi ?» La voix de Thomas ne s'éleva pas. Ce n'était pas nécessaire. « Détachez vos filles
et descendez de cette plateforme avant que je vous fasse attendre la semaine prochaine. » Harland se moqua. « Pour qui diable te prends-tu? Pour un homme qui en a assez des lâches qui vendent ce qu'ils ont cassé et qui le réclament. C'est toujours entier. » Il se tourna vers la foule. « Vous êtes tous venus pour regarder. J'espère que vous vous étoufferez avec ce que vous avez vu. Ce n'est pas une scène, et ce ne sont pas du bétail. » La main d'Harland se dirigea vers son manteau, mais le regard de Thomas atterrit comme le canon d'un fusil. Le joueur hésita, puis cracha sur les planches et recula en grommelant des jurons dans son col. Les fils ne bougeaient pas. Thomas regarda Molly. « Tu es libre de partir, mais si tu n'as nulle part où aller, j'ai une maison avec des pièces qui ne fuient pas. J'ai des fils qui savent rester seuls et de la soupe qui ne s'épuise pas. Tu ne me devras rien. » Les yeux de Molly se rétrécirent. « Pourquoi? Parce que quelqu'un aurait dû l'arrêter il y a longtemps, et parce que je n'ai rien à gagner à rester ici. » Il se retourna alors et rejoignit le chariot tandis que la foule s'écartait autour de lui comme des moutons qui se souvenaient soudain du loup au milieu d'eux. Pendant un instant, rien ne bougea. Puis Molly descendit. Ses sœurs suivirent, Mabel fredonnant toujours. Elles grimpèrent à l'arrière du chariot, s'installant entre des sacs de nourriture et des rouleaux de cordes. Aucune d'elles ne parla. Thomas ne se retourna pas. La route qui sortait de la ville était étroite et bordée de peupliers cassants. Le chariot craquait. Caleb, le plus jeune fils, regardait sans cesse par-dessus son épaule, essayant de ne pas les fixer. Marc offrit à Mabel un bonbon emballé qu'il sortit de sa poche. Elle le prit d'un petit hochement de tête, le déballa comme s'il allait disparaître. Au ranch, le porche était légèrement affaissé par le temps, mais il était propre. Un chien jaune aboya une fois et remua la queue. Le soleil commençait à décliner et les ombres s'étendaient loin sur la cour. Thomas leur montra la maison. Une chambre pour chaque fille. Les lits sont faits, les volets sont fermés. Rien d'extraordinaire, marmonna June. C'est une prison ou une faveur. Comme tu veux, répondit Thomas, les laissant là sans surveillance. Cette nuit-là, il dormit dans la grange. Le lendemain matin, une douce lumière filtrait par la fenêtre de la cuisine. Molly se tenait près du poêle, les yeux fixés sur le foyer éteint. June était déjà dehors, tapant du pied sur les pierres. Mabel était assise dans un coin, une cuillère émoussée et une assiette en fer blanc, la tapotant doucement comme un tambour. Thomas se tenait sur le seuil, une tasse de café à la main. Son fils aîné, Lévi, se penchait à côté de lui. « Qu'est-ce qu'on est censé faire ?» demanda Lévi, non pas avec ressentiment, mais avec une simple confusion silencieuse. « Laissez-les respirer, » dit Thomas. Elles le firent. Les jours passèrent comme des feuilles mortes. Les filles ne parlaient pas beaucoup. Elles mangeaient, aidaient quand on le leur demandait, mais restaient entre elles. Thomas n'insista jamais. Puis, un soir, Molly s'assit sur la véranda après le dîner, les bras hauts autour de ses genoux. Le soleil disparaissait derrière les collines, teintant les champs d'or et de sang. Thomas s'assit à côté d'elle, silencieux. Elle parla la première. « Tu n'as aucune idée de ce qu'il nous a fait. »« Non, » dit-il, « et je n'en ai pas besoin. Tu es là maintenant. » Molly le regarda, une lueur féroce dans les yeux. « Tu ne peux pas sauver des gens comme nous. »« Je n'essaie pas de te sauver, » dit-il. « Je t'ai juste donné un endroit où t'arrêter de courir. » Elle baissa les yeux, les doigts serrés autour de la balustrade du porche. « Tu crois qu'on est faite pour être près de tes fils? Je pense que tu es apte à être n'importe où, bon sang. » Il y eut une longue pause, puis elle hocha la tête une fois. « Alors nous resterons, dit-elle. » Pour l'instant, Thomas se leva, ses genoux craquant. Ça suffit. Derrière eux, des lucioles clignotaient dans le crépuscule huilé, éclairant la cour de minuscules étincelles insouciantes.
À l'intérieur, la voix de Mabel pouvait être entendue à nouveau fredonner, plus douce cette fois. Et June, quelque part près de la grange, laissa échapper un rire auquel personne ne s'attendait. Thomas regarda vers l'horizon où la nuit engloutissait la lumière. 3 sœurs étaient venues à lui comme des errantes à la porte, et il l'avait ouverte sans savoir pourquoi. Mais certaines choses n'ont pas besoin de raison, seulement d'un peu d'espace. Et un homme prêt à se rappeler que la miséricorde, comme la pluie, vient lentement, mais adoucit même la terre la plus dure. Le lendemain matin, après l'arrivée des filles, la maison Granger semblait différente. Pas plus forte, pas plus ample, juste différente. Comme si le vent avait changé de direction et personne ne savait vraiment s'il soufflait en tempête ou au printemps. Thomas s'était levé avant l'aube, comme toujours. Il se déplaçait dans la cuisine avec son silence habituel, posant une bouilloire sur la cuisinière et broyant lentement les grains, comme si le bruit pouvait réveiller quelque chose d'encore fragile. Il n'avait pas vu Molly, déjà assise à la table, jusqu'à ce qu'il se retourne. Elle ne parla pas, elle hocha simplement la tête une fois, ses yeux étaient perçants mais fatigués, et elle tenait une tasse ébréchée dans ses 2 mains comme si elle s'y accrochait. Elle n'avait pas encore versé le café. Elle attendait de la chaleur ou un accueil. Il hocha la tête en retour et versa 2 tasses. Ils burent un temps en silence, une sorte de traité. Dehors, le givre s'accrochait encore au poteau de la clôture. Le toit de la grange brillait comme un os sous la faible lumière du matin. Les fils de Thomas étaient déjà debout. Lévi fendait des bûches près du hangar. Caleb repoussait le maire. Marc essayait, et échouait encore, de réparer la porte tordue du poulailler. À l'intérieur de la maison, les filles s'agitaient lentement. June marchait pieds nus sur le plancher en bois, ses épaules enveloppées dans une couette. Elle plissa les yeux en regardant Thomas, puis passa devant lui sans un mot, s'installant à côté de Molly. Mabel arriva en dernier, vêtue des mêmes vêtements que la veille, ses cheveux emmêlés par le sommeil. Elle ne parla pas, elle appuya simplement sa tête contre le bras de June. June cligna des yeux, mais ne s'éloigna pas. Thomas s'éclaircit doucement la gorge. « Vous aurez vos propres chambres, » dit-il d'une voix basse. « Pas de serrure. Personne n'entrera sans frapper. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, vous pouvez demander. » Molly le regarda. « Et qu'attendez-vous de nous ?» Il secoua la tête. « Rien que vous ne vouliez donner. »« Alors, pourquoi ?»« Je te l'ai déjà dit. La maison était vide, il t'en fallait une. » Le silence qui suivit n'était pas hostile, juste long, de ceux qui ont besoin d'espace pour être compris. Plus tard dans la journée, les filles firent le tour de la maison. Molly trouva sa chambre près de la fenêtre est. June prit la plus petite, peut-être par entêtement. Mabel choisit celle avec un dessin délavé épinglé au mur fait au fusain d'enfant, un arbre avec des étoiles dans les branches. La maison n'avait qu'une seule salle de bain et la plomberie fonctionnait quand elle le voulait. Il faisait néanmoins chaud, propre et calme. Les filles ne semblaient pas savoir quoi faire de cela. Les garçons restaient entre eux. Lévi observait de loin, toujours en train de travailler, parlant rarement. Il se déplaçait comme un homme né avec un fardeau attaché à sa colonne vertébrale. Marc tenta d'être amical, mais il était trop nerveux pour paraître détendu. Son rire était trop rapide, trop brillant, comme une bougie vacillant dans le vent. Caleb, le plus jeune, levait à peine les yeux lorsqu'on lui parlait. Il n'était pas timide, juste incertain. Il jetait des coups d'œil à Molly, mais détournait rapidement le regard, comme si cela lui faisait mal de soutenir ses yeux. Molly les observait tous. Elle ne faisait pas confiance facilement. Elle se déplaçait dans la maison comme quelqu'un qui s'attend à ce que les portes se referment brusquement derrière elle. Elle gardait un couteau sous son oreiller, pas caché, juste connu, une démolition. Cette deuxième nuit, elle s'assit près de la cheminée et demanda à Thomas « As-tu déjà été cruel ?» Il ne broncha pas. « Non. »« Alors, as-tu déjà été faible ?» Ses yeux restèrent fixés sur les flammes.
Oui. Molly hocha la tête comme si cela rendait la chose réelle. Les repas étaient des moments calmes. Les filles cuisinaient quand elles en avaient envie. Les garçons faisaient la vaisselle sans qu'on leur demande. L'équilibre était incertain, une danse dont personne ne connaissait les pas. Mais personne n'élevait la voix. Personne ne levait la main. June se heurta à Lévi la première fois qu'ils parlèrent. Elle avait laissé ses bottes boueuses dans le couloir. « Il suffit de les déplacer, comme la pluie, » lui dit-il. « Tu diriges cet endroit comme une église, » répondit-elle en ricanant. « Non, dit-il, mais j'ai construit ce plancher, et j'aimerais qu'il dure. » Sa mâchoire se tendit, mais elle déplaça ses bottes. Plus tard, elle apporta du petit bois supplémentaire sans un mot. Marc surprit Mabel en train de fredonner à nouveau alors qu'elle marchait le long de la clôture. Il ne l'interrompit pas, la suivit simplement à distance, réparant un loquet de portail cassé derrière elle. Elle lui jeta un coup d'œil, cligna des yeux, puis continua à fredonner. La maison recommençait à respirer. Thomas passait la plupart de ses soirées dehors. Pas loin, juste sur le porche, à sculpter de petits oiseaux à partir de chutes de cèdre. Il les fabriquait pour sa femme avant son décès. Il ne l'a pas dit aux filles. Il n'en avait pas besoin. Le 4e jour, Molly entra dans la grange. Elle regarda Caleb travailler les balles de foin, les bras tendus, les mouvements brusques. Il la vit et laissa tomber la fourche. « Désolé, » murmura-t-il en reculant. « Je ne suis pas un serpent à sonnette, » dit-elle. « Je sais, » dit-il rapidement, puis il ajouta. « Vous bougez silencieusement comme tout le monde. » Elle le regarda pendant un long moment. « Tu as peur de moi ?» ?»« Non, » dit-il, honnête et sans broncher. « J'ai peur de dire quelque chose de mal ?» Elle pencha la tête. « Alors, ne dis rien. » Il hocha la tête et ils restèrent silencieux. Cela ne la dérangeait pas. Ce soir-là, Marc essaya de faire une blague au dîner. Il y avait quelque chose à propos du mulet qui est plus intelligent que les 3 frères réunis. June sourit presque. Mabel rit à haute voix pour la première fois. Cela résonna haut et fort à travers la table. Même Thomas rit doucement et brièvement. Plus tard dans la nuit, Molly croisa Thomas sur le porche. « Tu n'as pas demandé ce qui est arrivé à notre mère, » dit-elle. « Je me suis dit que si tu voulais que je le sache, tu le dirais. » Elle hocha la tête. « Il l'a d'abord vendue à un homme du Kansas. Nous ne l'avons plus jamais revu. Je suis désolée. Nous avons arrêté d'être désolés depuis longtemps. » Il lui offrit l'oiseau qu'il avait sculpté cette nuit-là. Une colombe, simple, inachevée. Elle le prit sans un mot. Mabel trouva un vieux kit de couture dans le tiroir du couloir et commença à coudre des morceaux de tissu pour en faire quelque chose de petit et d'informe. June recommença à porter ses cheveux en tresse. Molly commença à se réveiller plus tôt, non pas parce qu'elle y était obligée, mais parce que le silence avant l'aube lui semblait sien. Un après-midi, June suivit Lévi jusqu'au puits. « Tu es toujours aussi sérieux ?» demanda-t-elle. « Surtout. »« Pourquoi ? » ?»« Il faut bien que quelqu'un le soit. » Elle sourit faiblement. « Peut-être plus maintenant. » Il cligna des yeux. « Peut-être pas. » Le ciel cette nuit-là devint violet avant que les étoiles n'apparaissent. Mabel était assise sous la fenêtre et avec son fil et son tissu, fredonnant le même air. Marc sculpta une petite flûte dans un roseau et la lui offrit. Elle la prit, joua une note et hocha la tête. Thomas était à nouveau assis seul, regardant les ombres se déplacer sur le porche. Molly le rejoignit, les bras croisés, les yeux à moitié éclairés. « Tu penses que ça va marcher ?» demanda-t-elle. « Je ne sais pas encore ce que c'est. » Elle ne se sourit pas, mais elle ne s'éloigna pas. Cette nuit-là, avant que les lampes ne soient éteintes, les filles se rassemblèrent dans la chambre de Mabel, non pas pour parler, juste pour s'asseoir dos à dos, épaule contre épaule. 3 sœurs dans 3 pièces vides, maintenant plus tout à fait vides. Un silence s'abattit sur la maison, non pas de peur, mais de souffle. Un silence qui offrait une possibilité. Et dans ce silence, quelque chose commença à prendre racine. Quelque chose de patient, quelque chose de réel. Le printemps arriva, non pas avec une trompette,
mais avec un murmure. La neige fondait lentement sur les collines, le ruisseau gonflait juste assez pour chanter à nouveau. Les lignes de clôture restèrent stables cette année et le vent soufflait doucement à travers les peupliers nus, murmurant aux bourgeons trop timides pour fleurir pour l'instant. À l'intérieur de la maison Granger, le changement se produisit tout aussi lentement. Rien de grandiose, rien de parlé, juste le réarrangement silencieux de vies cousues côte à côte. Molly commençait ses matinées avec le balai, balayant le couloir de l'arrière vers l'avant sans qu'on le lui demande. Ce n'était pas de l'obéissance, c'était le contrôle de quelque chose, de n'importe quoi. June montait les marches du porche au crépuscule, aiguisant ses couteaux avec des mouvements lents et délibérés, plus par rituel que par peur, et Mabel avait transformé le placard de rangement en un endroit qui lui était propre, enfilant des fils sur le mur, tissant des morceaux de tissu en quelque chose d'innommé. Thomas regardait sans faire de commentaires. Il comprenait le pouvoir du calme. Il savait que la guérison ne se faisait pas au galop. Il marchait pieds nus en faisant attention à ne pas effrayer la douleur en dessous. Les garçons s'étaient installés aussi. Lévi avait réparé le toit de la grange avec Molly à proximité. Aucun des deux ne parlait, tous deux travaillaient. Marc réussissait à faire rire June à chaque troisième tentative. Caleb s'attardait parfois sur le seuil de la porte de Mabel sans parler, écoutant simplement son fredonnement. C'était à la mi-avril lorsque le puits s'assécha. Thomas se tenait là un matin, le seau rempli de courage et de regret. Il se gratta la barbe, soupira doucement et regarda vers la rivière. À midi, une chaîne de seaux s'était formée, parcourant le chemin au rythme de la nécessité. Personne ne s'est plaint. Même Mabel s'est jointe, déterminée. Le soir, assis sur le porche, Molly dit à Thomas « On devrait creuser un autre puits ». Le lendemain, les fouilles commencèrent. Travail lent, silence, terre. Molly, à côté de Lévi, travaillait sans faiblir. À midi, Thomas apporta du pain. « Tu as déjà construit quelque chose ?» demanda Lévi. « Un hangar. Il s'est effondré. » Il sourit. « Bon début. » Le soir, elle soigna ses mains. Caleb laissa de la pommade. Le lendemain, June demanda à Marc comment sceller un cheval. Elle pesta, puis rit, pas fort, mais vrai. Marc sourit, elle dit « Ne te fais pas d'idée ?» Oui, June. Elle ne le corrigea pas. Mabel cuisinait, d'abord mal, puis avec talent. Caleb restait plus longtemps, aidait. « Tu n'es pas obligé. »« Je veux. » Il remua la pâte. Les soirées étaient paisibles. Lévi jouait du violon, Marc racontait des histoires, Molly s'asseyait près de Thomas. « Pourquoi tu ne nous as pas demandé de partir ?» demanda-t-elle. « Vous n'avez pas essayé de fuir. Pourquoi tu t'en soucies? Parce que la vie est souvent cruelle avec les bons. Il est temps d'ouvrir une porte. » Elle hocha la tête. Caleb montra à Mabel comment tresser une corde. Elle fit exprès de se tromper. Il corrigea, elle sourit. « Tu es toujours patient? Pour ce qui compte. » Le puits fut fini en 6 jours. Quand l'eau remplit le fond, Molly sourit. « Tu ne pensais pas que j'irais au bout? » Et j'espérais. L'espoir est dangereux. Alors, s'abandonne. Ce soir-là, ils dînèrent ensemble. Ragoût chaud, biscuits dorés. Molly souriait. Plus tard, elle tendit une truelle à Lévi. « Plante quelque chose, si ça vide, tant mieux. Sinon, on recommence. » Il planta. La maison respirait enfin. Les jours prenaient un rythme. Tâches, dîner, sourire. Le printemps pansait les blessures. Puis vint le cavalier, juste avant le coucher du soleil, avec une odeur de tabac et d'huile. Thomas sortit. Les fils apparurent. « Je cherche ce qui m'appartient, » dit Arlon Creed. Personne ne répondit. Il cria « Tu crois que j'ai oublié ?» Thomas descendit du porche. « Tu n'es pas le bienvenu. » Molly avança. « Nous ne sommes pas à toi. Vous croyez que ça vous rend meilleur? Non, mais ça nous rend libres. » Arlon rit. Lévi s'avança. Thomas dit calmement « Je vais demander une seule fois? » Pars. Arlon descendit lentement de cheval. 2 autres cavaliers arrivèrent derrière lui.
Des hommes rudes attendaient derrière Aaron. « Ils sont ici pour que justice soit faite, » dit-il. Caleb déglutit. Marc serra la mâchoire. Molly fixait Aaron sans ciller. June serra les poings, puis des sabots se firent entendre au loin. Le shérif arrivait. Il observa la scène et demanda calmement « Quelque chose que je devrais savoir ?» Aaron désigna Thomas. « Cet homme a volé mes filles. » Molly répondit « Nous sommes partis. Il nous vendait. Thomas nous a offert la sécurité. » Aaron protesta. June montra ses bleus. Le shérif mit pied à terre. « Tu les emmènes ?» demanda-t-il à Thomas. « Elles sont venues d'elles-mêmes, » répondit-il. « Tu comptes les marier ?» cracha Aaron. « Personne n'appartient à personne, » répliqua Thomas. Le shérif interrogea les filles. « Tu veux rester ?» demanda-t-il à Molly. « Oui, » dit-elle. « Alors je n'ai rien à dire. » Aaron explosa. « Tu es de leur côté, je suis du côté de la loi. » Il avertit Aaron. « Un mot de plus et tu finis en cellule. » Aaron gronda, puis tourna les talons. « Ce n'est pas fini, » murmura-t-il. Thomas répondit. « Si, ça l'est. » Le shérif partit. Le calme revint. Molly dit à Thomas. « Tu n'étais pas obligé. » Il répondit. « Si, je l'étais. » Plus tard, autour de la table, personne ne parla de l'arme ou du danger évité. On parla de puits, de plantations, du maire. Molly était face à Caleb. June partageait le pain. Lévi remplissait les tasses. Le souper terminé, Thomas s'installa sur le porche. Molly vint. Elle dit « Je pensais en avoir fini de croire en des hommes comme toi. » Il répondit « Crois seulement que les portes sont encore ouvertes. » Les jours suivants, les filles prirent leur place sans y être poussées. Les garçons marchaient à leur côté, plus comme des égaux que des sauveurs. Molly jardinait, le visage au soleil. Caleb lui apportait des graines, des livres, un ruban. Lévi réparait la porte. June restait proche. Mabel chantait pour le vent. Marc lui fabriqua une petite harpe. Il n'appelait pas cela une famille, pas encore. Les racines avaient pris. Un soir, Molly dit à Thomas, « Nous ne sommes plus des invités. » Il hocha la tête. Elle demanda une réunion. Autour de la table, June dit la première, « Je veux épouser Lévi, non pas parce qu'il m'a sauvée, mais parce qu'il me voit entière. » Lévi, ému, trembla. Thomas acquiesça. Pas de discours, juste la reconnaissance silencieuse d'une vérité née du chaos. Ici, quelque chose de nouveau avait pris racine. Marc s'éclaircit la gorge. « J'aimerais demander à Mabel. »« Elle est jeune, » dit Thomas. « J'attendrai si je le dois. » Mabel sourit et lui serra la main. « Je ne veux pas qu'il attende. » Thomas la regarda. « Vous êtes sûr? »« Oui, » dit-elle. Le silence s'installa. Puis Molly arriva, pâle, tenant la main de Caleb. « J'ai passé des années à croire que l'amour devait se gagner par la douleur, mais Caleb ne m'a jamais demandé d'être autre chose. » Caleb rougit. Elle allait déjà tout. Thomas s'assit, regardant ses fils et filles, fantômes de leur passé. Il pensa à sa femme disparue. « Tu n'as pas besoin de ma permission, mais tu as ma bénédiction. » Ils se marièrent sous les peupliers. Toute la ville était là, non par gentillesse, mais par curiosité. Les robes simples cousues par Molly et Mabel, June en bottes, Mabel avec des fleurs dans sa tresse, les garçons portant leurs manteaux de baptême. Thomas, témoin plus que prédicateur, parla d'une voix rauque. « Vous vous êtes vus au pire. C'est cela qui compte. Si vous pouvez aimer après la tempête, vous pouvez aimer à travers tout. » Les vœux furent simples et vrais. June promit de ne pas confondre silence et faiblesse, Lévi de parler quand ses mots valent, Mabel de rire même dans la douleur, Marc d'être présent malgré ses tourments, Molly de dire la vérité, Caleb de ne jamais fuir. Ils ne s'embrassèrent pas comme des étrangers, mais comme ceux ayant bâti une vie ensemble. Cette nuit-là, le ranch brillait sous les lanternes. La musique du violon flottait dans la brise. Mabel dansait pieds nus. June défia Lévi à la course.
Molly et Caleb se tenaient sous les étoiles, leurs mains se touchant doucement. Thomas, sur le porche, observait, une pipe dans une main, une tasse dans l'autre. Marc s'assit près de lui. « Tu as bien fait. Parfois, ouvrir la porte suffit. » Le silence s'installa, bercé par le chant des grillons et les rires chauds venant de la maison. Thomas expira, le poids des années visible sur son visage, mais allégé ce soir. L'air sentait le pain frais et l'espoir. Molly sortit, tenant un paquet. Elle le posa sur ses genoux. C'était la colombe en cèdre qu'il avait sculptée, peinte en blanc, ornée de fleurs. « Nous voulions que vous l'ayez. Vous nous avez gardés en vie, » dit-elle. Il caressa doucement les ailes. « Tu m'as donné une raison de finir ce que j'ai commencé. » Ils restèrent là, regardant les lanternes scintiller comme des étoiles dans les arbres. Peu à peu, les autres les rejoignirent, sans un mot sur la maison, car elle était dans chaque souffle, chaque regard, chaque promesse tenue. Le vent se fit plus doux, la terre elle-même semblait exhaler, et dans ce monde qui les avait brisés, ils s'épanouissaient ensemble. Sous ce ciel immense, le passé céda enfin la place à la paix.